Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Maude Debreuck. Bonjour Maude. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Aujourd'hui, on va parler d'œil et neurologie, on va parler de mon œil sur les nerfs. Alors Maude, moi je t'ai rencontré, ça fait une petite année à peu près, depuis que tu travailles au centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin à Lonzier-la-Caille. Donc toi, t'as un parcours assez original puisque tu as été bientôt une vingtaine d'années, pardon. Et après, donc, tu as enchaîné une carrière de médecine spécialisée, médecine interne pendant plus de 10 ans. Et il y a environ 7 ans, tu t'es dit, tiens, la neurologie, ça m'intéresse vraiment et tu vas partir dans ce domaine-là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis toujours restée en universitaire, donc j'ai fait médecine générale, médecine interne, avec cette valence enseignement aussi en universitaire. Et puis la neurologie, ça m'a toujours intéressée, mais Toulouse, c'est pas une école où la neurologie est très développée parce qu'il y a personne qui l'a développée tout simplement. Et donc j'ai eu la chance au bout de plusieurs années de rencontrer des personnes qui m'ont permis de me former. Et puis tout naturellement, une fois qu'on rentre un petit peu plus dans un domaine, on a envie d'aller au bout. Et donc j'ai eu la possibilité de me spécialiser en neurologie et c'est là où j'ai complètement bifurqué, on va dire. Oui, donc depuis 3 ans désormais, tu es diplômé du Collège européen en neurologie, donc tu es spécialisé dans cette discipline. L'œil en soi, il a un truc de particulier, c'est qu'il est en plein centre du système nerveux central. C'est d'ailleurs un des seuls organes où on arrive à voir directement les nerfs et la vascularisation. Au-delà de ce facteur-là, pourquoi est-ce que toi tu as décidé de faire plus de neurologie plutôt que de l'ophtalmologie finalement ? Et alors c'est vrai que j'ai écouté ton podcast et que cette question de pourquoi vous avez décidé de faire l'ophtalmologie revenait. Alors je suis un peu embêtée parce qu'effectivement j'ai pas décidé de faire d'ophtalmologie, mais pour venir de Toulouse, pour le coup, j'ai toujours trouvé l'ophtalmologie fascinante, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir le professeur Alain Régnier comme enseignant, et donc forcément ça fait aimer l'ophtalmo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'avais pas envie de me cantonner entre guillemets à un seul organe, seulement à l'œil. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de la médecine générale et de la médecine interne, parce que j'avais envie de garder cette globalité dans l'animal, sur comment tous les organes s'imbriquaient, comment ils fonctionnaient, comment ils interagissaient. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et le fait de me spécialiser en neurologie, c'est pas du tout antinomique par rapport à ce côté global, parce que le système nerveux, il s'imbrique aussi dans le fonctionnement de tous les organes du corps. Et donc, loin d'être une restriction, c'était vraiment, ça me permettait d'avoir une vision et un champ des possibles encore plus large en étant en même temps très efficace dans ce domaine du système nerveux. C'est votre chien, Doc. Pour les auditeurs, il y a certains propriétaires qui peuvent nous écouter. En termes simples, c'est quoi la neurologie ? Alors la neurologie, c'est l'étude des maladies du système nerveux. Donc de manière théorique, le système nerveux, ça comprend différents types de systèmes nerveux, c'est-à-dire le système nerveux central qui regroupe l'encéphale et la moelle épinière. Ça regroupe également le système nerveux périphérique. Ça veut dire les nerfs, aussi bien les nerfs sensitifs qui nous permettent de savoir ce que l'on sent, ce que l'on touche, et qui apportent les informations justement au système nerveux central, mais aussi les motoneurones périphériques qui sont des nerfs qui permettent d'exécuter justement ce que le système nerveux central veut. Mais la neurologie, c'est aussi l'étude du système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc ça, c'est un système nerveux qui n'est pas sous notre volonté, qui n'est pas conscient, mais qui est néanmoins très important parce que ça permet de régir tout notre équilibre intérieur à n'importe quel moment de notre vie. Donc ça, c'est la théorie, c'est-à-dire que c'est l'étude des maladies qui proviennent de ces systèmes nerveux, mais au final, ça correspond clairement à étudier la vie dans son ensemble, parce que le système nerveux, ça permet justement énormément de fonctions, toutes nos fonctions, c'est-à-dire respirer, manger, digérer, marcher, penser, tout ça, c'est le système nerveux, et donc au final, c'est
un mélange de motifs de consultation et de cas qu'on gère tous les jours et qui ne permet pas la routine, parce que ça veut dire que tous les jours, on peut voir aussi bien des troubles du comportement, de la vigilance, de la vision, en l'occurrence, d'où le lien avec l'ophtalmologie, mais aussi des problèmes d'équilibre et même jusqu'à une boiterie. Ça peut être un problème neurologique plus que juste un problème orthopédique, par exemple. Donc sa fonction aussi, c'est surtout la vision, comme tu disais. Qu'est-ce qui fait en soi que l'œil est en relation si étroite avec ce système nerveux central ? Oui, alors c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément que ce soit les propriétaires ou même nous, vétérinaires, et ça, c'est une notion que j'avais pas quand je faisais justement de la médecine interne ou généraliste ou même interne, c'est que au-delà du voisinage, c'est sûr que l'œil, il est proche du système nerveux central et en particulier de l'encéphale au sein du système nerveux central, mais il est en relation directe avec le système nerveux central. C'est-à-dire que si on va un peu plus dans les détails, l'œil, il est innervé, entre guillemets, c'est-à-dire les informations visuelles, elles vont transiter à travers ce qu'on appelle le nerf optique. Le nerf optique, on l'appelle le nerf 2 en chiffre romain. Ça fait partie des 12 paires de nerfs crâniens. Et les nerfs crâniens, c'est des nerfs périphériques. C'est-à-dire que c'est censé, par définition, être des nerfs qui sortent ou en tout cas qui sont à l'extérieur du système nerveux central. Et donc, si on réfléchissait comme ça, on se disait, on se dirait, l'œil, il est en relation avec le nerf optique, et ce nerf optique, c'est l'intermédiaire entre l'œil et le système nerveux central. Et en l'occurrence, en fait, le nerf optique, c'est un faux nom, parce que ce nerf optique, il est pas vraiment un nerf périphérique, c'est une vraie extension du système nerveux central. Donc en fait, l'œil, il est en relation directe avec le système nerveux central, et on ne devrait pas dire nerf optique, on devrait dire voie optique. Ça veut dire que c'est un trajet qui est à l'intérieur même du système nerveux central. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que en faisant un fond d'œil, c'est le seul moyen qu'on a de voir et de pouvoir examiner une partie du système nerveux central. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre moyen, en examinant l'animal, qu'on puisse avoir accès à l'encéphale ou à la moelle épinière. La papille optique, en l'occurrence, c'est la seule partie du système nerveux central qu'on peut examiner. Donc c'est pour ça aussi que l'œil, il est intéressant et que c'est l'ophtalmologie, dans ce contexte-là, elle est très imbriquée avec la neurologie parce qu'on est véritablement en train de palper le système nerveux central en regardant l'œil. Et comment ça se passe c'est-à-dire que finalement un objet, donc la lumière qui est reflétée sur un objet que regarde mon chien par exemple, donc mon chien qui regarde un chat qui passe dans le jardin, comment est-ce que ça va être projeté au niveau de son cerveau ? Comment est-ce que ça va être transformé le long de ses voies visuelles ? Oui, alors c'est aussi une bonne question. Et alors merci de me l'avoir posée. J'essaye de simplifier au maximum, mais en même temps d'être assez efficace dans l'explication. Et effectivement, chaque objet reflète une certaine lumière, une certaine couleur, et ces informations-là, de luminosité et de couleur, elles vont être transmises à travers l'œil, donc à travers toutes les structures de l'œil jusqu'à la rétine. La rétine, c'est l'endroit où ces informations justement lumineuses et de couleur, elles vont être transformées par les photorécepteurs, donc 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets ou les cônes. Et ces cellules-là, ces neurones, vont transformer ces informations-là en messages électriques, en potentiel électrique, qui vont finir par stimuler ce qu'on appelle des neurones ganglionnaires multipolaires dont les axones sont le constituant du nerf optique. Alors voilà, est-ce qu'on dit nerf optique ou trajet ou voie optique ? Mais en tout cas, c'est les axones de ces derniers neurones qui sont contenus dans la rétine qui vont faire transiter les informations sous forme de messages électriques, comme dans tout message nerveux, c'est des messages électriques à travers les neurones. Et ces messages électriques, ils vont transiter donc à travers les voies optiques jusqu'au chiasma optique. Après le chiasma optique, il y a certaines fibres qui vont décusser, donc traverser de l'autre côté, entre guillemets, qui vont ensuite être acheminées vers ce qu'on appelle le prosencéphale. Et le prosencéphale, c'est d'abord le diencéphale. Le diencéphale, c'est un peu le postier du cortex. Ça veut dire que ça transmet toutes les informations au cortex. Et du diencéphale, ça va transmettre les informations visuelles, donc au cortex visuel, qu'on appelle aussi le cortex occipital. Et dans ce cortex occipital, il va y avoir justement une intégration de toutes ces informations qui viennent aussi bien de l'œil gauche que de l'œil droit, pour justement avoir une vision de l'objet
aussi bien dans sa forme, mais aussi dans sa profondeur. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction du nombre de fibres qui décussent ou qui ne décussent pas, en fonction de la position de l'œil au niveau de la face, de la forme de notre tête et donc de la position des yeux plus ou moins de face ou plus ou moins de côté, on va avoir une vision qui va être plus ou moins riche en termes de profondeur, en termes de distance. Et ça, on le voit bien entre les différents animaux. C'est-à-dire que autant les oiseaux, eux, ils vont avoir la capacité de voir quasiment derrière leur tête, mais ils vont avoir aucune notion de profondeur pour aucune vision binoculaire à proprement parler. Autant le chat et le chien, le chat en particulier, qui a une décussation des fibres qui se fait, lui, il va avoir une vision, alors même plus large que nous, on est à plus de 180, mais il va aussi avoir une notion de profondeur, et ça c'est important pour un animal qui chasse, parce qu'il a besoin de savoir à quelle distance est sa proie et comment se déplace sa proie. Alors que l'animal, l'oiseau, lui par exemple, lui il veut juste voir tout ce qui se passe, et il veut s'enfuir dès qu'il voit quelque chose. Donc cette manière de former les objets, elle reflète aussi notre manière de vivre, et c'est vrai qu'à travers les espèces, c'est intéressant de voir les différences anatomiques qu'il y a, et qui sont finalement des différences fonctionnelles importantes. Le vétérinaire ? Non ! Non, 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 non ! C'est pas cool, tu m'as piégé ! Et en définitive, est-ce qu'on sait réellement comment est-ce que nos animaux voient le monde qui les entoure, au niveau des couleurs, au niveau des formes, etc. Ou est-ce que c'est un peu une vision un peu, je dirais, abstraite ? Alors justement, par rapport à toutes ces caractéristiques anatomiques, on sait un peu plus en fonction du nombre de photorécepteurs, comment ces photorécepteurs sont orientés et sont placés dans leur rétine, et justement de la forme de leur visage et de la position de leurs yeux. On sait à peu près quel type de luminosité ils peuvent voir. On sait que le chien et en particulier le chat ont une vision nocturne qui est beaucoup plus importante que la nôtre, parce que la composition de leur rétine est différente. On sait qu'il y a des couleurs justement qu'ils voient plus ou moins bien, et ils ont une notion de distance et de profondeur qui est aussi palpable par rapport à la composition de leur rétine. À la fin, c'est sûr qu'on peut pas faire de test aussi précis que nous en termes de vision, mais c'est la neuroanatomie qui nous permet d'aller plus loin dans l'évaluation de ce qu'ils voient, oui. Ouais, parce que ça, en fondamental, cliniquement, c'est extrêmement difficile de savoir si un animal voit correctement et qu'est-ce qu'il voit. Comment est-ce que toi, d'ailleurs, tu vas l'apprécier, toi, en clientèle, quand une personne va te ramener un animal qui suspecte de cécité, enfin, de baisse de vision ou choses comme ça? Alors nous, on a deux manières de le savoir. Déjà, la première chose, c'est à distance, c'est-à-dire que en neurologie, et particulièrement pour évaluer des troubles de la vision, on est obligé de laisser l'animal, il faut laisser l'animal libre dans la salle de consultation. Il faut surtout pas commencer votre examen neurologique en mettant le chien sur la table. C'est-à-dire que les gens systématiquement ils arrivent et ils le mettent sur la table. Et moi je dis non, on va commencer par parler et puis on va voir votre animal comment il se comporte dans la salle. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est qu'il est dans une salle qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il sait pas où sont les meubles, il sait pas où sont les obstacles. Et donc, contrairement à un chat qui vit en intérieur strict, qui sait toujours où est le canapé, où est la table, où est la chaise, et qui peut à la rigueur faire illusion parce que justement, il est habitué à sa petite routine et qu'il arrive à contourner les meubles. Mais une fois qu'il est dans la salle, libre, c'est-à-dire qu'il faut le laisser tranquille, et ben on va voir s'il se cogne ou si il bouge pas. Parce que le fait de pas bouger, ça peut aussi dire qu'il appréhende et qu'il sait pas du tout où s'il va se cogner ou pas. Et donc ça, c'est la première chose, c'est à distance évaluer comment il se comporte. Et ensuite, on se rapproche de l'animal, c'est-à-dire qu'on fait l'examen nerveux à proprement parler. Et donc là, on va dire trois techniques pour évaluer la vision. La première qui est effectivement la principale, parce que c'est la plus simple à interpréter si on le fait bien, c'est ce qu'on appelle le test de clignement à la menace. Ça veut dire que le chien et le chat, pour simplifier, sont des espèces qui, si on les menace avec un geste de la main assez simple devant l'œil, vont avoir, alors c'est pas un réflexe, mais vont avoir une réponse qui va être la fermeture de la paupière. C'est-à-dire que naturellement, entre guillemets, ils ont acquis, au bout de quelques semaines, quelques mois de développement de vie, ils ont acquis la capacité de se dire, si on me menace, il faut que je ferme les yeux. Et ce test-là, la première structure nerveuse que l'on teste et les voies nerveuses que l'on teste, c'est effectivement la vision. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal voit qu'on le menace. Et donc ça nous permet de savoir si effectivement il y voit ou pas. Alors attention, un test de clignement à la menace, ça peut être anormal, sans forcément que ce soit un trouble de la vision. C'est là où c'est un peu difficile, mais en tout cas, un animal qui ne voit pas n'aura pas de test de clignement à la menace correct.
La deuxième chose qu'on peut éventuellement faire, c'est le test de la boule de coton. C'est-à-dire que là, on teste l'œil en faisant tomber une boule de coton. L'avantage, c'est qu'elle a pas de poids, c'est-à-dire qu'elle va pas faire de bruit quand elle va tomber. Et donc, c'est juste le mouvement de la chute que l'animal doit voir. Dans ces cas-là, s'il voit effectivement la chute de l'objet, il va faire un petit mouvement de tête qui nous dit « Ah, il a capté qu'il y avait cet objet qui bougeait ». Et la troisième chose qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle les placés visuels. Ça veut dire que ça fait partie des réactions posturales qui sont censées donc principalement tester le système de la proprioception. Ça illustre juste que, par exemple, quand on monte ou qu'on descend des escaliers, notre vision nous aide. C'est notre vision qui nous aide aussi à garder l'équilibre et à faire des mouvements qui sont adaptés pour prendre les escaliers. Quand on prend les escaliers, la lumière éteinte, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en fait, on teste comment la vision nous aide à nous placer dans l'espace. Donc, pour tester les placés visuels sur un chat ou sur un chien, un petit chien ou un chat, on porte le chat dans nos bras et on l'approche d'un obstacle, d'une table en l'occurrence, et s'il y voit correctement, il va à ce moment-là avoir cette action de faire un mouvement de la patte pour la placer sur l'obstacle, sur la table de consultation. Donc ces différentes choses et à distance et de près nous permettent de savoir si l'animal voit ou pas, et en testant chaque œil. C'est-à-dire que ça permet aussi, même si l'animal a un problème, a une baisse de vision d'un œil, de le tester. Parce que si on observe que à distance, l'animal qui a une baisse de vision que sur un œil, on peut ne pas le voir. C'est-à-dire qu'il peut quand même arriver à se déplacer correctement. Et c'est là où, comme ils nous le disent pas, on peut pas. C'est beaucoup plus difficile à évaluer pour les propriétaires et même pour nous, si on fait pas ces tests-là, on verra pas qu'il y a une baisse de vision sur un seul des deux yeux. J'ajouterais à tes explications qui sont juste géniales, que vraiment l'anxiété de l'animal peut aussi avoir un rôle assez important, surtout chez le chat, dans la perception de ses réponses. Donc ça, faut quand même être quand même méfiant. Moi, je dis souvent chez le chat que l'absence de clignement à la menace permet pas forcément de conclure. Par contre, la présence est une affirmation comme quoi il y a une vision qui est présente. Je sais pas si tu partages cette opinion. Oui, je partage. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite justement pour savoir quel était le meilleur moyen de faire le test de clignement à la menace chez le chat. Ils ont testé cacher un œil ou pas cacher l'œil, les deux, l'autre œil qu'on teste pas. Ils ont testé se mettre devant, se mettre derrière. Et au final, c'est vrai que chez le chat, même s'il y voit très bien, il peut ne pas avoir de clignement à la menace. Et il semblerait que l'idéal, ça serait de se mettre, de pas cacher l'autre œil, c'est-à-dire qu'on est obligé de tester les deux. On peut potentiellement tester les deux yeux en même temps. Et a priori se mettre derrière pour ne pas le stresser. Mais bon, ça c'est voilà, il faut toujours faire attention. Notre examen nerveux, il est sujet à interprétation, et donc c'est pas seulement faire des tests et dire c'est bon, c'est pas bon. C'est tout un ensemble qui fait qu'on peut interpréter correctement. C'est pas toujours noir ou blanc. C'est pas pour les petits chiens là-dedans, il était fixe. Attends-nous ici. Il y a pas mal de termes qui sont consacrés pour les abolitions de vision ou les baisses de vision. Il y a deux termes qui reviennent souvent. Je vais te demander de définir la différence entre amorose et cécité. Alors, la cécité, c'est effectivement une baisse ou une perte de vision, et l'amorose, c'est une forme de cécité. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé de comment on voyait concrètement. Donc pour voir, ça nécessite que l'œil soit intègre et que les chambres antérieures, postérieures soient transparentes. Mais ça nécessite aussi que les voies optiques soient intègres et donc l'ensemble de ces voies et également le cortex visuel soit intègre. Et l'amorose se décrit alors comme une baisse ou une perte de vision qui n'est pas due à une anomalie évidente de l'œil. Évidente, ça veut dire que si macroscopiquement il n'y a pas d'anomalie de la cornée, les milieux sont transparents et qu'il n'y a pas d'anomalie flagrante de la rétine, à ce moment-là, on parlera d'amorose. Ce qui veut dire que ça regroupe les atteintes nerveuses au sens large qui peuvent entraîner une baisse ou une absence de vision, mais que une atteinte de l'œil en lui-même, c'est-à-dire un gros ulcère de la cornée, un œil crevé ou toute autre chose qui rend les milieux non transparents, les milieux de l'œil non transparents, ça ne sera pas une amorose. Donc l'amorose, c'est ton domaine, toi. C'est ça ? C'est ça. Alors c'est mon domaine, mais il y a une atteinte qui est à cheval avec mon domaine et l'ophtalmologie, c'est le SARD dont tu vas potentiellement nous parler. Ouais.
Bon, on peut en parler maintenant si tu veux. Le SARD, en fait, qui est une affection assez récemment décrite, qu'on connaît pas forcément vraiment de manière très précise, et comme tu dis, qui est à mi-chemin entre une atteinte rétinienne et une atteinte des voies visuelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors le SARD, c'est vraiment le piège parce que ça correspond à, alors c'est un acronyme anglais, donc c'est une dégénérescence aiguë de la rétine, et donc ça peut entraîner une consultation en ophtalmologie. Le chien, clairement, il y voit pas des deux yeux, ou ça peut aller du coup en neurologie. Et cette dégénérescence de la rétine, effectivement, on ne sait pas clairement d'où elle vient, et voire même des fois, c'est des animaux qui peuvent aller en consultation de médecine interne parce que ça peut être associé à des signes qui miment un hypercorticisme. Ça veut dire que des fois, ces animaux-là, les gens n'ont pas forcément capté qu'ils étaient aveugles parce que c'est des vieux chiens, parce que il se cogne, mais c'est parce qu'il est maladroit, il vieillit. Et du coup, ils arrivent avec des motifs de polydipsie, polyphagie. Et au final, on se rend compte que l'animal est effectivement aveugle, et c'est une amorose à proprement parler, parce que ça c'est secondaire à cette dégénérescence rétinienne. Et donc, dans ce contexte-là, si on fait un examen oculaire, on se rend compte qu'il n'y a pas d'anomalie flagrante oculaire, et qu'à ce moment-là, on doit suspecter une atteinte nerveuse, et c'est une atteinte, on va dire, nerveuse en soi, parce que c'est la rétine qui est touchée. Et alors, on ne sait pas exactement pourquoi ça arrive, et d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Il peut y avoir ces symptômes qui miment une maladie de Cushing, parce qu'en plus, ça arrive des fois sur des vieux chiens qui pourraient tout à fait avoir une maladie de Cushing, alors que quand on fait des tests après dynamiques pour tester cette maladie hormonale-là, eh bien, ils sont tout à fait normaux. Donc, ce diagnostic, il est délicat, et d'ailleurs, c'est là où si moi je le suspecte, pour le diagnostiquer, ça nécessite un test d'électrorétinographie qui permet d'évaluer l'état fonctionnel de la rétine. Et c'est pas en l'observant qu'on va pouvoir faire un diagnostic, mais là, c'est vraiment en testant la capacité de la rétine à transformer les informations lumineuses en messages électriques. Ouais, donc cette électrophysiologie, c'est un des seuls moyens effectivement d'explorer la fonction rétinienne. Oui, clairement, c'est autant l'aspect peut être exploré justement par un examen oculaire et un fond d'œil, mais l'état fonctionnel, tout comme l'état fonctionnel des nerfs d'ailleurs, ou l'état fonctionnel des muscles, ne peut être évalué qu'avec des tests électrophysiologiques. Ouais. Et ces tests électrophysiologiques ne donnent pas de résultats sur d'appréciation visuelle, qualitatif, sur la qualité de la vision de l'animal. On est d'accord? Non. Donc, est-ce que toi, tu es familière avec la pupillométrie chromatique dans l'évaluation des SARD? Alors, je t'avouerai que je l'ai effectivement étudié à un moment donné, mais au final, non, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent en pratique. Et là, c'est plus vous en ophtalmologie à qui je demande à chaque fois, je repose la question, et à chaque fois vous m'expliquez, mais non, c'est pas mon domaine de prédilection. Oui. Ouais, donc j'explique juste pour les auditeurs. Le principe, c'est qu'on a remarqué qu'il y a une différence, on va dire, de représentation grâce aux cellules amacrines qui sont dans la rétine, et qui vont interpréter différemment en fait les lumières suivant leur longueur d'onde, en fonction du rouge ou du bleu. Et ça va permettre, surtout dans le diagnostic des SARD, d'être assez précis, et surtout de pouvoir réaliser un examen sans narcose nécessaire, puisque l'électrophysiologie nécessite souvent d'endormir les patients, alors que la pupillométrie chromatique, elle, par contre, elle va pouvoir se faire sur un animal complètement vigile, et donc ça permet déjà un petit peu d'évaluer un peu les voies visuelles, ou du moins savoir si c'est plutôt d'origine rétinienne ou plutôt d'origine sur le trajet du nerf optique. Et c'est ma deuxième question justement: comment est-ce qu'on arrive à interpréter l'intégrité des voies visuelles? Parce que la rétine, on a vu, c'est le bilan électrophysiologique. Comment est-ce que toi, en pratique, tu peux interpréter les voies visuelles? On parle de potentiel évoqué visuel, de choses comme ça. Qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui est réalisé en pratique? En pratique, clairement, on va vite arriver, en tout cas moi, dans ma pratique, pour évaluer justement l'intégrité et pas tant la fonction. C'est là où on arrive à la limite, mais c'est l'examen d'imagerie qui va me permettre moi de confirmer
par mon examen nerveux, la suspicion que j'avais, c'est-à-dire la localisation des lésions que j'avais, c'est l'examen d'imagerie qui va me permettre de confirmer ce qu'il en est. Mais je vais pas avoir d'autres possibilités pour évaluer justement les voies visuelles ou le cortex visuel que cet examen d'imagerie. Et plus qu'un examen d'imagerie, c'est un examen d'IRM. Donc c'est une image par résonance magnétique, parce que l'examen tomodensitométrique, donc ce qu'on appelle le scanner, lui va pas me permettre d'avoir un aspect assez précis pour évaluer justement le nerf optique ou le cortex visuel à proprement parler. Donc il va falloir que j'aille vers cet examen d'IRM qui est un peu plus coûteux, un peu plus long en termes d'anesthésie générale, et que l'on a moins fréquemment accès à l'IRM en France, même si ça commence à se développer de plus en plus. Mais c'est l'examen de choix qui va me permettre d'avancer. T'as une seconde, Franck? Désolé, Cam, je suis à la bourre, mon vol parle. Ah! Pas le chien sans collier, appelle la fourrière! Et donc, pour localiser neurologiquement une amorose, est-ce que tu as d'autres moyens que ces moyens d'imagerie qui peuvent être des fois assez coûteux? On parlait de la dilatation pupillaire juste avant. Est-ce qu'il y a des moyens cliniques qui vont permettre de dire c'est plutôt une lésion qui est antéchiasmatique ou en aval du chiasma? Oui. Alors c'est vrai que pour l'examen d'imagerie, il est intéressant, mais avant même d'envisager cet examen-là, il faut qu'on essaye d'avoir une localisation précise, parce que même si on peut se dire, oui, bon, un problème de vision, de toute manière, on fait une IRM de la tête, on va bien réussir à trouver. Le problème, c'est que si on met en évidence des lésions, mais qu'elles sont pas à l'endroit qui peut expliquer les signes de votre animal, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous n'avez toujours pas de diagnostic. Vous avez mis en évidence des anomalies, mais c'est pas votre diagnostic, et vous n'arriverez pas à améliorer l'animal. Donc, il faut avoir une localisation très précise. Et c'est vrai que pour ça, au-delà de la vision, qui est un signe nerveux, on va se baser aussi sur l'interprétation des réflexes photomoteurs, donc des tests que l'on peut faire, parce que concrètement, quand on teste les réflexes photomoteurs et donc la réaction de la pupille à la lumière, ça teste aussi un trajet nerveux. Et en gros, si on a une atteinte de la vision mais pas une atteinte des réflexes photomoteurs, ça veut dire qu'on va cibler la localisation à un certain endroit. Pour clarifier les choses, quand on a tout à l'heure, on a défini comment l'objet, comment on voyait un objet. Donc on sait que ça passe par l'œil, par le nerf optique, pour garder ce vocabulaire-là, jusqu'au chiasma. Et après le chiasma, ça va vers le diencéphale et ensuite le cortex visuel, pour simplifier. Et bien, quand on met de la lumière quand on éclaire un œil, on teste à ce moment-là le réflexe photomoteur. Donc là, les informations on met de la lumière dans l'œil, elles vont transiter par le nerf optique aussi jusqu'au chiasma. Mais là ensuite, après le chiasma, on va suivre ce qu'on appelle les voies réflexes, c'est-à-dire que là, c'est plus la vision qu'on teste, mais c'est le fait que la pupille se contracte à la lumière. Et ça teste, et là c'est un réflexe cette fois, c'est-à-dire que c'est des informations qui ne sont pas intégrées par le cortex, et ça teste ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, qui est justement le système nerveux que l'on ne contrôle pas. C'est-à-dire, quand on met de la lumière dans votre œil, votre pupille se contracte, mais c'est pas vous qui décidez de contracter votre pupille. Et ça, c'est le système nerveux parasympathique qui va permettre la contraction de la pupille. Et donc, en gros, après le chiasma, les voies dites visuelles vont aller vers le diencéphale et ensuite le cortex visuel, alors que les voies réflexes, elles vont aller vers ce qu'on appelle le tronc cérébral. Donc elles vont pas prendre le même chemin. Donc tronc cérébral, et du tronc cérébral, ça va stimuler ce qu'on appelle le noyau parasympathique du nerf 3, qui va lui aller stimuler le muscle lisse, qui est sphincter de l'iris. Et donc concrètement, si on a un animal qui n'y voit pas et qui en même temps n'a pas de réflexe photomoteur, ça veut dire que l'endroit où il y a la lésion, puisqu'on essaye toujours en neurologie de raisonner avec une seule lésion, l'endroit qui pourrait expliquer à la fois que je n'ai pas de vision et à la fois que je n'ai pas de réflexe photomoteur, ça va se trouver soit en avant du chiasma, donc au niveau du nerf optique, et aussi au niveau du chiasma, parce que c'est là où les voies réflexes et les voies visuelles sont communes, sont dans le même trajet. Mais si jamais j'ai pas de vision, c'est-à-dire j'ai une perte de vision d'un œil, mais que mes réflexes photomoteurs sont normaux, à ce moment-là, ça veut dire que la lésion, elle est à un endroit où les voies ne sont plus ensemble. C'est-à-dire que c'est après le chiasma, là où on a une séparation entre les voies visuelles et les voies réflexes. Donc c'est pour ça que l'interprétation des réflexes photomoteurs et en même temps des tests qui nous permettent de savoir s'il y a une vision ou pas, ça nous permet souvent de dire, je pense que c'est une lésion qui est pré-chiasmatique ou chiasmatique, c'est-à-dire au niveau du nerf optique jusqu'au chiasma, ou alors si c'est après le chiasma, et donc potentiellement plus prosencéphalique pour expliquer une perte de vision sans avoir d'atteinte du réflexe photomoteur.
c'est très clair. Quelles sont les affections neurologiques que tu vas pouvoir retrouver de manière les plus fréquentes et qui peuvent expliquer une amorose, une atteinte sur la vision? Alors, pour simplifier et pour qu'on n'oublie rien, il y a 2 cas de figure. Soit c'est une amorose qui est bilatérale, ça veut dire que vraiment on a une perte de vision des 2 yeux. Soit on a les cas de figure où c'est une amorose qui est unilatérale, donc qu'un seul œil. Quand on est face, le plus souvent, je dirais, bon ça dépend, mais le plus souvent, c'est quand même plutôt des atteintes unilatérales, où on a une atteinte en particulier du prosencéphale, donc latéralisé, soit à droite, soit à gauche, pour expliquer une perte de vision de l'œil droit ou de l'œil gauche. Et à ce moment-là, ça peut être tout ce qui peut perturber le cortex visuel. Je parle en particulier des processus tumoraux ou éventuellement infectieux ou inflammatoires, où on aura quelque chose d'asymétrique. C'est-à-dire que ça touchera plus un côté que l'autre du système nerveux central. Et dans ces cas-là, on a une perte de vision qui est plus d'un œil que de l'autre. Et après, c'est toutes les autres affections qui peuvent être soit intra- ou extra-axiales, qui vont perturber le cortex visuel ou le diencéphale dans tout le trajet des voies optiques. Donc ça peut nous amener à suspecter donc la tumeur, en particulier le bulldog français de 10 ans, on suspectera un gliome, donc une tumeur intraaxiale à l'intérieur du parenchyme cérébral. Mais par exemple, le bulldog français de 3 ans, lui, on pourra suspecter une méningoencéphalite, par exemple, et il pourra avoir une inflammation dans son encéphale qui peut perturber justement sa vision. Donc ça, c'est dans les cas de figure où on a une atteinte qui est unilatérale. Mais on voit aussi des amoroses complètes, c'est-à-dire bilatérales, où là, c'est la vision des 2 yeux qui est altérée. Et là, on pourra suspecter, alors soit éventuellement une atteinte du chiasma ou post-chiasmatique, c'est-à-dire du diencéphale, par exemple une tumeur hypophysaire qui a tendance à comprimer un petit peu juste en arrière du chiasma, ça peut entraîner ça. Mais dans les atteintes bilatérales, il faudra aussi avoir en tête les atteintes métaboliques, par exemple celles qui entraînent une encéphalose diffuse. Par exemple, c'est le chien qui a un shunt portosystémique et qui à ce moment-là a un cortex qui globalement ne fonctionne pas bien parce que il y a des toxines dans le sang, notamment l'ammoniac, mais d'autres aussi, qui perturbent le fonctionnement cortical dans son ensemble. Donc lui, il va avoir un changement de comportement, des troubles de la vigilance et probablement une amorose bilatérale qui fait qu'il va se cogner dans les meubles et que il y voit pas du tout. Mais ce côté atteinte corticale diffuse, on l'a aussi par exemple en post-ictal, c'est-à-dire des chiens ou des chats qui ont convulsé en post-ictal lorsque la crise est finie, donc il n'y a plus cette décharge électrique qui concerne tous les neurones de l'encéphale, mais les neurones ils sont un peu fatigués, un peu sidérés, et à ce moment-là, on peut avoir cette amorose que les gens décrivent comme associé à de l'ataxie, souvent d'ailleurs, il perd l'équilibre, c'est comme s'il était sous et il se cogne dans les meubles, il y voit rien. Et cette amorose, elle peut être transitoire en quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours après une crise convulsive. Donc c'est très très large l'ensemble des choses parce que le trajet nerveux est aussi assez large. Donc c'est vrai que tout ce qui peut toucher aussi bien le nerf optique à partir de la papille jusque au trajet diencéphalique ou au trajet donc au niveau du chiasma ou vers le diencéphale, tout ça jusqu'à l'atteinte du prosencéphale. Donc quand je dis prosencéphale, c'est diencéphale et le cortex. Tout ça, ça peut entraîner de l'amorose. Qu'est-ce qu'on fait de Doug? Il a perdu l'oiseau. Et en pratique, est-ce qu'il y a des techniques chirurgicales? Est-ce qu'on peut soigner facilement en fait les atteintes centrales? Ça se traite? Alors, soigner, guérir, guérir en tout cas, c'est toujours un grand mot. Mais d'un point de vue chirurgical, ça reste assez restreint quand on parle des atteintes du système nerveux central. Maintenant, c'est aussi assez large. Par exemple, quand on parle, on n'a pas parlé précisément d'ailleurs, mais sur les atteintes qui peuvent être d'ailleurs pré-chiasmatiques et aussi chiasmatiques ou post, c'est ce qu'on appelle la névrite optique par exemple, qui correspond à une forme focale d'ailleurs de méningoencéphalite dysimmunitaire. Et là, par rapport à notre conversation du début, on comprend que c'est une forme de méningoencéphalite parce que le nerf optique, c'est pas un nerf périphérique tel qu'on l'entend, mais c'est une prolongation du système nerveux central. Donc quand on parle de méningoencéphalite, c'est-à-dire d'inflammation des méninges et de l'encéphale, le fait qu'il y ait une inflammation du nerf optique, c'est tout à fait cohérent. Et donc, dans ces maladies inflammatoires du système nerveux, il n'y a pas de guérison à proprement parler, mais il y a un traitement qui peut permettre parfois une rémission clinique, ou en tout cas une amélioration, c'est les traitements immunomodulateurs. Donc ça, c'est une grosse partie des choses qu'on rencontre dans les atteintes du système nerveux central.
central. Mais par exemple, le chien qui a un gliome qui fait qu'il n'a pas de vision sur un de ses yeux, le traitement là sera pas chirurgical encore une fois, mais ça sera plutôt de la radiothérapie si on veut clairement aller vers quelque chose qui peut être curatif dans le sens où ça peut diminuer la taille de la tumeur. Donc chirurgicalement, non. Quasiment non, je dirais, mais par contre, il y a des traitements qui peuvent quand même améliorer, parfois même faire une récupération fonctionnelle de la vision, et au mieux, en tout cas, essayer d'améliorer la qualité de vie de l'animal. Donc, au-delà de ces affections qui atteignent le système nerveux central, tu nous parlais du système nerveux autonome tout à l'heure, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences oculaires de lésions du système nerveux autonome? Oui, le plus fréquent et quasiment qui représente l'ensemble des affections qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Claude Bernard Horner. Donc c'est un syndrome qui correspond à l'atteinte du système nerveux sympathique de l'œil. Et donc, s'il y a une atteinte de ce trajet sympathique, eh bien, on verra une asymétrie au niveau des yeux. Alors, parfois, il peut y avoir une atteinte bilatérale, mais c'est quand même assez rare. Donc, au final, on arrive à le voir et les gens le remarquent aussi parce qu'ils disent « Mon chien, il a une face bizarre, il y a un œil qui est pas normal ». Et en fait, pour reconnaître et pour savoir ces signes-là, parce que souvent je pose aussi la question aux étudiants ou aux assistants que je vois et je dis alors c'est quoi les symptômes, et on essaye d'apprendre par cœur mais on s'en sort jamais. Donc de manière simple, si on se dit que c'est une atteinte du système nerveux sympathique de l'œil, faut savoir à quoi sert le système nerveux sympathique, et concrètement c'est un système nerveux autonome qui permet d'adapter l'équilibre de votre corps dans les périodes de stress. Ça veut dire le stress le plus intense, on va s'imaginer un chat en consultation. Le chat en consultation qui est sur votre table de consultation, il va avoir les yeux exorbités avec les paupières grandes ouvertes. Il va être en mydriase bilatérale avec les yeux vraiment très très noirs. Et concrètement, si son système nerveux sympathique ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous allez avoir le contraire de tout ça. Ça veut dire qu'il va avoir l'œil un petit peu fermé, il va avoir l'œil un petit peu rentré, donc il va y avoir une énophthalmie, et il va avoir secondairement une procidence de la troisième paupière qui va donner cet aspect un peu bizarre que les gens remarquent assez souvent, et puis il va avoir du coup pas les pupilles dilatées mais au contraire une pupille très fermée, donc un myosis de cet œil anormal. Donc le syndrome de Claude Bernard Horner, c'est ce qui est assez visuel, ce qui peut parfois d'ailleurs être confondu avec une paralysie faciale, parce que la paralysie faciale, il peut aussi avoir une ptose de la paupière. Par contre, il n'y a pas de raison d'avoir cette procidence de la troisième paupière, ce myosis, et parfois il y a aussi un œil qui est plus rouge parce qu'il n'y a pas de vasoconstriction, donc on va avoir tendance à avoir un œil rouge à cause de la vasodilatation. Chez le chien et chez le chat, c'est les signes qu'on rencontre le plus souvent. Et puis ce qui est intéressant, c'est que chez la vache ou chez le cheval, c'est les mêmes types de signes globalement, mais en plus ils ont une hyperthermie de l'oreille associée au côté qui est touché. Et le cheval, il va avoir une espèce d'hypersudation, donc il va beaucoup transpirer du côté où il a cette atteinte du Claude Bernard Horner. Je dis ça parce que les ophtalmos, vous faites beaucoup d'équines, souvent. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que il est assez particulier quand même le trajet du système orthosympathique, parce c'est un système qui est très long. Du coup, pour la localisation, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir à quel endroit la paralysie va survenir? Oui, c'est vraiment un trajet nerveux qui est complexe parce que il est effectivement très long. Comme tu dis, c'est le système nerveux autonome, donc c'est un trajet en 3 neurones. Ça veut dire qu'il y en a un premier qui est un peu le neurone principal qui va donner l'ordre, entre guillemets, et puis lui il va stimuler un deuxième neurone qui est dit donc deuxième neurone, et le deuxième neurone va être en relation avec un troisième neurone. Donc le 2 et le 3 sont reliés par un ganglion, donc c'est le ganglion du système nerveux autonome, et ce troisième neurone il va aller stimuler le muscle effecteur, le muscle lisse en l'occurrence, puisqu'on parle du système nerveux autonome. Et donc ce trajet là il part de l'encéphale, il part du métencéphale, c'est-à-dire vraiment la portion rostrale du tronc cérébral. Il va transiter tout le long de la moelle épinière jusqu'en portion thoracique crâniale.
De là, il va sortir par le plexus brachial et il va remonter à travers le médiastin crânial jusqu'au ganglion cervical crânial. Et de là, le troisième neurone va aller vers les muscles effecteurs au niveau de l'œil. Donc, on imagine que si on a des signes qui nous font penser à un syndrome de Claude Bernard Horner, ça veut dire que la lésion, elle est potentiellement sur tout ce trajet-là. Donc, ça peut aussi bien nous faire penser à une atteinte de l'encéphale, à une atteinte de la moelle épinière de cervicale jusqu'en cervico-thoracique, une atteinte du plexus brachial, une atteinte thoracique médiastinale et une atteinte autour de l'œil. Donc c'est assez large en soi. Et moi, à ce moment-là, pour m'aider à cibler justement quel est l'endroit où la lésion elle est, ben, je vais me baser sur mon examen général et sur mon examen nerveux. Parce que, en gros, si je me dis il y a une lésion sur tout ce trajet-là, ben, potentiellement, il va y avoir aussi des signes qui peuvent m'orienter vers une structure qui est proche de ce trajet-là. Par exemple, si c'est une atteinte qui vient du premier neurone, c'est-à-dire qui part du diencéphale, vraiment du tronc cérébral rostral, ben, je peux m'attendre à avoir éventuellement d'autres signes qui me font penser à une atteinte du diencéphale ou du tronc cérébral rostral. Ça veut dire il peut y avoir une atteinte de la vigilance, ça veut dire qu'il peut y avoir une atteinte des nerfs oculomoteurs qui ont leur noyau dans justement le mésencéphale, donc le tronc cérébral rostral. Et à ce moment-là, si j'ai ces signes-là, je vais plutôt orienter vers une IRM de la tête. Alors que si jamais le chien il vient avec un syndrome de Claude Bernard Horner, mais que je vois qu'il a une parésie d'un membre thoracique, en l'occurrence du côté où il y a le syndrome de Claude Bernard Horner, bah là je vais plutôt suspecter une atteinte du plexus brachial, et là je vais plutôt cibler une IRM qui cible la moelle épinière cervico-thoracique et le plexus brachial. Et à l'inverse, si j'ai un animal qui présente un syndrome de Claude Bernard Horner, mais qui présente de la toux ou des difficultés respiratoires, bah dans ces cas-là, je vais plutôt orienter vers un examen tomodensitométrique, donc un scanner thoracique. Donc, l'exploration d'un syndrome de Claude Bernard Horner, ça nécessite vraiment de connaître déjà ce trajet nerveux, et puis ensuite d'être attentif sur le moindre petit signe qui peut nous aider. Alors là où c'est compliqué, c'est que des fois, il n'y a pas d'indice. C'est-à-dire qu'on a un syndrome de Claude Bernard Horner, mais il n'y a rien d'autre. Et alors dans ces cas-là, potentiellement, si on veut explorer tout le trajet, et c'est ce qui est censé être fait, on doit envisager un examen d'imagerie de l'encéphale, de la moelle épinière cervicale jusqu'en cervico-thoracique et du thorax. Maintenant, c'est là où l'expérience, elle nous aide, parce qu'on sait que un syndrome de Claude Bernard Horner sans atteinte de l'état général, sans autres signes associés, ça peut potentiellement être un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique, donc ça c'est possible, et c'est là où les examens d'imagerie, ils sont toujours intéressants, parce que un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique, c'est un diagnostic d'exclusion, donc plus on veut avancer, et à ce moment-là, ça veut dire oui, on va faire une IRM de la tête, et oui, on va faire un scanner thoracique. Ça me permettra d'avoir une vision quand même assez globale. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple d'avoir des diagnostics idiopathiques comme ça, et on fait pas toujours l'exploration complète. Mais en tout cas, il faut avoir ce discours-là, et même si on fait pas les examens d'imagerie, il faut pouvoir évaluer la suite, c'est-à-dire pouvoir dire aussi, on peut clairement suspecter un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique. Dans ces cas-là, ça ne sera pas associé à d'autres signes, ça c'est important, ça doit pas évoluer vers autre chose. Il va y avoir probablement une amélioration spontanée qui peut être complète, ou éventuellement il peut y avoir des signes résiduels, mais en tout cas, ça doit pas évoluer vers autre chose. Et ça, même si on va pas sur un diagnostic de certitude, ça permet de vérifier si ça évolue dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que c'est cette hypothèse-là idiopathique ou ça n'en est pas une. Il faut que tu aies confiance en moi. À l'époque où toi et moi on est sortis d'école, il y avait pas beaucoup d'examens d'imagerie comme ça, et nous en ophtalmologie, on nous avait formés pour faire le test à la néocinéphrine. Est-ce que pour toi, c'est un test qui est encore d'actualité vu les moyens d'imagerie qu'on a à notre disposition, ou est-ce que c'est plus une perte de temps finalement dans la neurolocalisation? Alors, c'est vrai que le test à la néocinéphrine, il faut faire attention sur comment on peut l'interpréter. Ce test-là, ça consiste à instiller une solution d'un
sympathomimétique dans l'œil. Ça veut dire que ça teste le principe de ce qu'on appelle l'hypersensibilité d'énervation. C'est-à-dire concrètement, un muscle qui n'est pas innervé, il va naturellement développer une espèce d'hypersensibilité. Il va devenir hypersensible au neurotransmetteur qui est censé le stimuler. Donc concrètement, les muscles lisses qui sont normalement innervés par le système nerveux sympathique de l'œil, ils vont, lorsqu'il y a un syndrome de Claude Bernard Horner, quelle que soit l'origine, ils vont développer cette hypersensibilité. Sauf que cette hypersensibilité, elle se développe en 1 semaine à 10 jours. Ça veut dire que de toute manière, ce test-là, il ne peut s'interpréter que si cette hypersensibilité, elle a été mise en place. Donc déjà, on ne sait pas en combien de temps elle se met clairement en place en fonction des animaux, mais il est clair que quand on a un syndrome de Claude Bernard Horner qui arrive depuis 24-48 heures, ça ne sert à rien de le faire. On ne pourra pas l'interpréter. Parce que il y aura pas de réponse à l'instillation de ce collyre-là, mais ça ne veut pas dire qu'on pourra interpréter par « j'ai pas de réponse ». C'est juste que l'hypersensibilité d'énervation, elle ne s'est pas mise en place. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est que cette hypersensibilité, elle se voit par rapport à un œil sain parce qu'on instille un collyre qui est dilué. Ça veut dire que un œil sain à qui on instille un collyre de sympathomimétique mais qui n'est pas dilué peut réagir, mais tout comme un animal, un œil qui est hypersensible. Donc c'est important aussi d'utiliser un collyre qui est dilué, sinon l'interprétation elle sera difficile. Mais après ça, même si on est dans des conditions où ça fait plus de 10 jours, même si on utilise un collyre qui est dilué, c'est difficile parce que on n'a pas vraiment de résultats qui sont spécifiques. Ce collyre, il nous aide normalement à localiser justement où serait la lésion, c'est-à-dire est-ce qu'elle est au niveau du premier neurone, celui qui part de l'encéphale, est-ce qu'elle est au niveau du deuxième, celui qui part de la moelle cervico-thoracique, ou du troisième, celui qui part du ganglion cervical crânial. Donc le troisième qui est le plus près du muscle effecteur, et en fait on s'est dit que si jamais la réponse au collyre dilué est rapide, c'est-à-dire en moins d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est plutôt cohérent avec une atteinte du troisième neurone, c'est-à-dire avec comme si l'hypersensibilité, elle était plus marquée lorsque c'était une atteinte du neurone qui est le plus proche du muscle effecteur. Donc ça peut être un élément qui peut nous aider à avancer. Mais en soi, je ne mise pas tout sur ce test-là. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas l'utiliser dans les bonnes conditions ? Ça peut toujours être un élément. Et c'est là où on sait que la majorité des Claude Bernard Horner, des syndromes de Claude Bernard Horner qu'on verra, c'est des atteintes idiopathiques du troisième neurone. Et donc, si on voit un animal qui a un syndrome de Claude Bernard Horner depuis une quinzaine de jours et sur lequel on fait un test et où on a une réponse rapide en 15-20 minutes, ça peut corroborer les choses. Si après, c'est pas cohérent avec mes hypothèses, je me bloque pas sur ce test-là. Et pour le propriétaire, est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsqu'il y a un syndrome de Claude Bernard Horner qui survient sur un animal ? Alors c'est ça, c'est que en fonction de l'origine de ce syndrome de Claude Bernard Horner, oui, on doit s'inquiéter, mais parfois non. C'est-à-dire que si on est face à un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique, mais ça il le saura pas, mais c'est-à-dire si là à ce moment-là il n'y a pas d'inquiétude, mais si par contre on est face à un syndrome de Claude Bernard Horner qui est associé à une atteinte par exemple d'une tumeur au niveau des nerfs du plexus brachial, oui là on s'inquiète. Donc on va se dire que de manière concrète, pour un propriétaire qui remarque un syndrome de Claude Bernard Horner, là où il faut particulièrement s'inquiéter, c'est quand il y a d'autres signes associés. C'est-à-dire une atteinte de l'état général, une atteinte de la vigilance, on a l'impression qu'il est un peu absent, ou une boiterie de la patte du même côté du syndrome de Claude Bernard Horner. Tous les signes qui sont en plus de ça, ça nous dit qu'on n'est pas sur un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique et donc on est sur quelque chose de peut-être plus compliqué et plus grave. Et comme pour les affections du système nerveux central, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça ? Et lorsqu'on a des formes idiopathiques, qu'est-ce que tu conseilles ? Lorsqu'on a des formes idiopathiques, il n'y a pas de traitement et pas d'intérêt à mettre en place un traitement. Alors c'est toujours le côté délicat des affections idiopathiques parce qu'à ce moment-là, on a ce discours de dire il y a pas de traitement, mais c'est pas parce que c'est grave et qu'on peut rien faire, c'est surtout parce qu'il va y avoir une amélioration spontanée. Et c'est ça qui est important aussi de dire, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration spontanée. Et donc, il n'y a pas de traitement qui est intéressant, éventuellement parce que dans certains cas, on a l'impression qu'il y a une espèce de douleur ou de gêne associée à ces signes-là, on peut mettre en place des gouttes de sympathomimétique, donc pour résoudre les signes, mais c'est transitoire, donc ça reste quand même difficile. Et puis au long terme, si
vraiment les symptômes doivent persister, au final, même en ajoutant du neurotransmetteur dans cet œil, on va finalement avoir un produit qui n'agit plus. Donc éventuellement des sympathomimétiques dans l'œil, mais sinon, dans le contexte d'un syndrome de Claude Bernard Horner idiopathique, il n'y a pas de raison d'essayer un quelconque traitement, des corticoïdes ou autre, parce que c'est généralement ce sur quoi on va quand on sait pas trop et qu'on se dit bon, c'est peut-être des immunitaires, mais en l'occurrence là, ça n'a pas d'intérêt. À part le système orthosympathique, est-ce que dans le cadre de problèmes ophtalmologiques et neurologiques, est-ce que le système nerveux parasympathique peut avoir des influences au niveau de l'œil? Oui, alors le système nerveux parasympathique, il peut également régir la sécrétion des glandes, et notamment des glandes lacrymales ou des glandes nasales. Donc c'est vrai que si on a une atteinte du système nerveux parasympathique, et notamment de la partie parasympathique du nerf 7, à ce moment-là, on peut avoir une diminution de la partie aqueuse des sécrétions lacrymales, et donc une sécheresse qui se met en place, et donc une kératoconjonctivite sèche au niveau de l'œil, et c'est souvent associé à une atteinte de la partie somatique du nerf 7, et donc on a aussi une paralysie faciale associée, donc une ptose de la paupière supérieure et un œil qui ne va pas se fermer correctement. Donc le propriétaire va avoir l'impression que l'animal cligne de l'œil, fait un clin d'œil, mais c'est parce que le côté qui fonctionne, il ferme, mais l'animal voudrait fermer les deux yeux entre guillemets, mais le côté qui est paralysé, il n'arrive pas à le fermer. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on doit suspecter, on va dire, sur un animal qui présente une sécheresse cornéenne et potentiellement un ulcère secondaire à une kératoconjonctivite sèche. On doit toujours vérifier, et ça se fait assez facilement, hein, et pour le coup, on le voit assez rapidement, c'est que l'animal arrive à fermer l'œil dès qu'on s'approche, dès qu'on stimule un petit peu la paupière doit normalement se fermer. Donc ça, c'est une chose qu'il faut effectivement surveiller, et c'est d'ailleurs souvent associé lorsqu'on a une atteinte des glandes lacrymales. On peut avoir une atteinte des glandes nasales, donc c'est souvent associé à une hyperkératose du nez qui est sec, du même côté que du côté de l'œil qui est paralysé ou qui a cette sécheresse lacrymale. Oui, donc du coup, moi, c'est ce que je conseille régulièrement quand même aux confrères qui adressent des cas de kératoconjonctivite sèche où il n'y a pas d'issue avec un traitement à base de cyclosporine. C'est toujours de bien vérifier la narine ipsilatérale pour vérifier s'il n'y a pas une sécheresse associée et voir s'il n'y a pas une origine plutôt parasympathique par rapport au problème. Et pour toi, Maude, est-ce qu'il faudrait systématiquement les adresser en IRM, ces animaux-là? Alors, si effectivement on suspecte une atteinte du nerf facial avec sa composante somatique et sa composante parasympathique, ça peut être un diagnostic de névrite faciale idiopathique. Mais comme toutes les atteintes idiopathiques, on va la suspecter parce que la clinique colle. Et effectivement, il n'y a que cette atteinte-là, donc ça reste cohérent. Mais comme toute atteinte idiopathique, normalement, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc sur le principe, il faut normalement proposer, ou en tout cas dire dans la démarche, l'idéal c'est d'exclure toute autre atteinte du nerf facial, et ça passe par cet examen d'imagerie. Après, en préparant aussi psychologiquement le propriétaire, c'est-à-dire que si on dit on fait un examen d'imagerie pour explorer ce qui se passe, et qu'une fois qu'on leur dit l'IRM est normal, c'est une bonne nouvelle, mais eux ils vont pas le voir comme ça parce que ils auront payé une IRM et ils comprendront pas pourquoi. Il faut que le discours soit clair, c'est-à-dire que on suspecte une névrite faciale idiopathique, que pour cela, il n'y a effectivement pas de traitement et on peut s'attendre à une amélioration spontanée dans les jours, semaines qui viennent, et ça n'est pas grave, ça ne sera pas associé à d'autres signes. Mais par contre, si on veut avoir une certitude qu'on ne passe pas à côté de quelque chose plus rare, certes, mais qui peut ne pas avoir le même pronostic et ne pas avoir le même traitement, dans ces cas-là, ça passe par un examen d'imagerie d'IRM. Mais si, effectivement, on ne se trompe pas et qu'on est face à une atteinte idiopathique, l'IRM sera complètement normal, et c'est un peu ce à quoi on s'attend. Et en le proposant comme ça, les gens ne sont pas déçus, entre guillemets, quand on leur dit l'IRM est complètement normal, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. On sait qu'on fait l'examen d'IRM pour que ce soit normal et que ça reste cohérent avec une névrite idiopathique du nerf facial. Et tu disais que les options thérapeutiques sont pas nombreuses. Nous, en ophtalmologie, on a recours à la pilocarpine qu'on fait avaler, hein, qu'on met pas dans les yeux, donc des collyres du Maine. Est-ce que toi, tu en as l'expérience? Est-ce que tu trouves que c'est une solution intéressante? Alors moi, je pense que je vois plus les névrites faciales
donc idiopathiques en l'occurrence, mais dans leur partie somatique. C'est-à-dire que je vois, moi, les animaux parce qu'ils ont une ptose de la paupière supérieure, parce qu'ils ont cette asymétrie faciale, mais pas tant, alors même si on le surveille à chaque fois, mais pas tant dans cette partie parasympathique. Donc je pense que pour le coup, ces cas-là qui peuvent effectivement nécessiter d'avoir cette prise en charge avec des médicaments qui peuvent stimuler le système nerveux parasympathique, moi je l'ai moins de mon côté. Parce que c'est plutôt l'atteinte somatique qui est là. Et effectivement, sur l'atteinte somatique, je n'ai pas de moyens d'agir, on va dire, pour améliorer les choses. Et parce qu'en général, les choses s'améliorent quand même assez rapidement. Mais par contre, je suis d'accord que oui, mettre en place ces médicaments-là et pour gérer la sécheresse cornéenne et aussi pour stimuler le système nerveux, ça peut être intéressant. Mais dans ces cas-là, moi, j'ai moins de recul et d'expérience sur ça. Bah, sachant qu'en plus, nous, là, en ophtalmologie, on a très très peu de recours autres. Et à l'inverse de ce que tu me disais sur les formes somatiques, on n'a absolument pas de rémission à courte, moyenne ou même longue échéance selon mon expérience et beaucoup de publications. Et c'est un peu une impasse. C'est à moins d'avoir un propriétaire qui est retraité et qui est capable de mettre 10-15 fois par jour en fait des lacrymomagnétiques dans les yeux ou faire des transpositions de canaux salivaires. C'est extrêmement compliqué de gérer ces cas. Et alors ces cas-là, ils sont pas particulièrement associés d'ailleurs à une paralysie faciale, c'est-à-dire que c'est surtout des atteintes du système nerveux parasympathique. Et là, effectivement, je te rejoins sur le fait que pour en avoir géré quelques-uns, c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'arrive pas à avoir une résolution. Et on est effectivement dans une autre atteinte. C'est pas la névrite faciale idiopathique telle qu'on l'entend, c'est vraiment une atteinte du système nerveux parasympathique un peu particulière. Ouais. Et qui en plus a des conséquences fonctionnelles et même pour la qualité de vie de l'animal qui sont assez engageantes. Hein. Donc c'est pour ça. Pourquoi tu m'as mordu? Mais enfin, c'est parce que tu es son dîner. Ça va pas la tête? C'est ridicule. Allons, Maurice, qu'est-ce que c'est qu'une petite morsure au fessier entre bons amis? Tiens, vas-y, grignote. La fête est finie, Julian. Ton plan épatant s'est vautré. De ton expérience, toi, quels vont être les principaux pièges ou erreurs qui vont être commises en neuro-ophtalmologie par les vétérinaires? Alors, moi je dirais que par rapport aux pièges que je vois, c'est les animaux qui sont effectivement suspects d'amorose, mais où en fait il y a des lésions de rétinopathie hypertensive qui se verraient avec un examen du fond d'œil et qui arrivent jusqu'à moi. Ça veut dire que l'animal, ça fait déjà longtemps qu'il a ces lésions d'œdème ou d'hémorragie rétinienne. Ça fait déjà longtemps qu'il aurait dû avoir une mesure de pression artérielle et la mise en place d'un traitement antihypertenseur, et que à ce moment-là, le pronostic il est clairement réservé d'un point de vue d'une récupération fonctionnelle possible au niveau de la rétine. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente où parce que l'animal n'y voit pas, directement on se dit c'est l'ophtalmo ou c'est la neuro. Encore quand ça arrive en ophtalmo, vous gérez assez rapidement l'examen du fond d'œil, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une perte de chance pour l'animal, et d'autant plus parce qu'il a une hypertension artérielle systémique, et que cette hypertension artérielle, au-delà de, ça peut faire des lésions de rétinopathie, ça peut aussi faire des lésions d'encéphalopathie hypertensive, et puis de manière chronique aussi au niveau des reins et du cœur. Donc c'est une vraie urgence médicale et ophtalmologique pour vous, et c'est dommage que ça arrive tard chez moi. Donc ça, c'est un des premiers pièges. Le deuxième piège, c'est, je dirais, justement le fait de pas voir que l'animal est aveugle. C'est-à-dire que je peux avoir des cas où on me le réfère en disant il a un changement de comportement, il est apathique, il est bizarre, mais qu'on n'a pas clairement évalué, et par rapport au propriétaire et par rapport au vétérinaire référent, qu'on n'a pas clairement évalué cette perte de vision. Donc je dirais que là, un des pièges, c'est vraiment d'observer clairement l'animal et d'être conscient que une perte de vision, ça peut s'illustrer par le fait que l'animal ne veuille plus bouger. Parce qu'il a peur de se cogner, et autant un jeune chien aveugle, on le verra pas forcément parce que ça va pas l'empêcher d'être foufou, et puis même un jeune chien pas aveugle, ça peut se cogner, donc au final on le voit pas forcément. Mais autant un animal adulte, voire un animal âgé, là lui, il se cognera pas forcément parce que lui il voudra plus sortir. Donc là c'est dommage aussi parce que c'est dans l'identification aussi de la perte de vision que c'est souvent le piège en neuro-ophtalmo.
Je suis assez d'accord avec les 2 points que tu viens de soulever. Est-ce que tu as, après, comme moi, bientôt 20 ans de pratique, une anecdote à nous raconter de ce que tu auras pu, un moment drôle, émouvant, de ta carrière de vétérinaire? Bah alors c'est là où je réfléchissais parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais je dirais toujours sur cette capacité d'observation qui parfois m'épate parce qu'autant les propriétaires peuvent être capables de remarquer des choses et particulièrement en neurologie peuvent remarquer un changement de comportement que nous on verra pas parce que c'est la première fois de notre vie qu'on voit l'animal, mais autant parfois les propriétaires ils arrivent pas à voir parce qu'ils ont jamais eu de chien et que du coup pour eux c'est un chien normal. Et donc je me souviens d'un cas de consultation, c'était un bilan de santé, justement, je faisais pas encore complètement de la neurologie, et donc c'était une propriétaire d'un petit Yorkshire de 6 mois qu'il avait adopté il y a 1 mois, et qui venait pour un bilan de santé post-adoption. Et je me souviens que elle l'avait posé par terre, parce qu'elle l'avait dans les bras, je pense, la majeure partie du temps, et elle l'avait posé par terre dans la salle, et le chien s'était à ce moment-là mis à tourner en rond, mais vraiment tourner en rond, de manière un peu compulsive vers un côté, il marchait mais en tombant, il se cognait. Et donc là, je me souviens avoir regardé le chien, avoir regardé la propriétaire et dire mais il est tout le temps comme ça. Et donc la propriétaire m'a dit comment ça comme ça. Et donc là pour elle, c'était complètement normal. C'est-à-dire que elle avait pas elle s'était pas dit que c'était anormal. Alors elle s'était peut-être dit oui, il est un petit peu bizarre, mais bon, c'est un chiot, donc voilà. Et j'ai trouvé ça très joli parce qu'effectivement, ce chiot, en l'occurrence, il avait un shunt portosystémique et que il était clairement en encéphalose hépatique. Mais c'est là où je me suis dit que rien que les motifs de consultation pouvaient être assez étonnants en neurologie et que on est parfois face à des cas un peu particuliers, des propriétaires aussi un petit peu particuliers. Voilà. Où certains peuvent des fois mettre du temps à s'inquiéter. C'est ça, tout à fait. Ah ouais, elle était pas du tout inquiète. Hein. Maud, je te remercie énormément puisque c'était un échange très dynamique. Moi, j'ai souvent peur que ce sujet de la neuro-ophtalmologie est souvent perçu par les étudiants et même par tout le monde, même par moi, comme quelque chose de lourd. Et sans mauvais jeu de mots, on a gardé un échange très dynamique et sympathique. c'est le cas de le dire. Et je tenais à te remercier. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Aujourd'hui, on a vu avec le docteur Maud Debruck que l'œil est le seul organe de notre corps où le système nerveux et le système vasculaire sont observables car il est transparent. L'œil interagit énormément avec le système nerveux central. Tout d'abord en tant que récepteur sensoriel via la rétine qui transforme la lumière en un flux électrique, cheminant ensuite via le nerf optique, puis le chiasma, jusqu'au cortex dans lequel l'image va se former. Mais l'œil est aussi innervé par quantité de nerfs périphériques dirigeant sa position dans l'axe, l'ouverture des paupières, mais aussi un système nerveux dit autonome qui influence des automatismes comme la sécrétion lacrymale et la dilatation pupillaire. Au-delà des causes oculaires, les animaux peuvent devenir aveugles en raison de lésions nerveuses pouvant siéger à différents endroits sur le trajet des voies visuelles avec un pronostic variable selon l'étiologie. L'exploration fonctionnelle des voies visuelles est particulièrement délicate chez nos animaux car ils ne peuvent pas participer à l'examen comme nous le ferions. Certains dispositifs comme l'électrorétinographie et la pupillométrie chromatique permettent d'apprécier l'état de fonctionnement de la rétine, voire des voies visuelles. Des examens d'imagerie comme l'IRM complètent l'examen neurologique et ophtalmologique afin de localiser et caractériser d'éventuelles lésions centrales. La motricité pupillaire est également un bon indicateur pour la neurolocalisation des lésions. Il faut retenir qu'une persistance normale des réflexes photomoteurs lors de perte de vision est évocatrice de lésions en aval du chiasma optique. Des atteintes du système nerveux autonome peuvent se caractériser par des anisocories. Il s'agit de différences de diamètre pupillaire avec le plus souvent un myosis anisocorique constaté chez l'animal à l'obscurité lors de syndrome de Claude Bernard-Horner. Dans cette pathologie, une paralysie du système orthosympathique entraîne un ensemble de manifestations oculaires. Myosis, ptose de la paupière supérieure, enfoncement de l'œil dans l'orbite, procidence de la membrane nititante, voire rougeur oculaire dans certains cas. Une compression sur le très long trajet orthosympathique en est souvent la cause, mais il n'est pas rare de conclure à une origine idiopathique. Une atteinte du système parasympathique pourra également occasionner une sécheresse oculaire qui a la particularité d'être associée à une sécheresse nasale du même côté. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 2 avec le docteur Aurélie Sauvage pour parler des particularités de l'ophtalmologie chez le cheval. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'œil au clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.